une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous, on se retrouve en ce mardi soir pour la nouvelle émission sur la saison 1 de Star Wars Ahsoka. Et donc je serai accompagné de Céline, Fabien et Renaud, et je vais leur demander de se présenter en commençant par Céline. Bonjour, moi c'est Céline, je suis animatrice et fondatrice du podcast Geek Squadron avec ma collègue Eris. On parle de tout, mais beaucoup de Star Wars, parce que c'est un peu notre fond de commerce, on va dire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2001, et depuis on est impliqués dans la communauté Star Wars. Donc voilà, pas mal de podcasts aussi, un petit peu Marvel, voilà. Mais notre expertise, on va dire, c'est Star Wars. D'accord, parfait. On va enchaîner avec Fabien. Bonsoir à tout le monde. Donc je suis Fabien, effectivement. Je suis directeur éditorial sur Chronique Disney, en charge de la continuité éditoriale. Donc en gros, je relis toutes les fiches qui sont, ou presque toutes les fiches qui sont sur le site chroniquedisney.fr. Et j'aime également rédiger de temps en temps des petites critiques sur le site, et notamment des critiques liées à Star Wars. J'accompagne Franck, le créateur du site, qui est le principal rédacteur sur Star Wars, en rédigeant des critiques de comics ou également des critiques de petits making-of de séries, par exemple. Parfait. Et on va finir par Renaud. Bonsoir, alors donc moi c'est Renaud, je suis modérateur sur le site Disney Central Plaza, qui est donc le forum de Chronique Disney, et je suis également donc un très très grand fan de Star Wars. Parfait. Et bah du coup, on va enchaîner en commençant par la petite bande-annonce, et ensuite on fera une présentation de la série. On se retrouve tout de suite. La guerre, c'est inévitable. Il faut parfois détruire afin de créer. Nous ne sommes pas des Jedi. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Thrawn en tant qu'héritier de l'Empire. Que se passera-t-il quand nous trouverons Thrawn ? Le pouvoir, plus que tu n'en as jamais rêvé. J'ai passé presque toute ma vie à faire la guerre. Et c'est pour ça que je vous demande de m'aider à en éviter une autre. Tu sais comme moi qui pourrait sûrement t'aider. Mais elle est aussi têtue que je l'ai toujours connue. Je parie que ton maître te trouvait difficile quelquefois. Anakin n'a jamais fini ma formation de Jedi. Je lui ai tourné le dos. Tout comme j'ai tourné le dos à Sabine. Toi, tu n'as jamais fait ce genre d'effort pour moi. Maître. En tant que Jedi, tu es parfois obligé de prendre des décisions impossibles. Mais je compte sur toi pour aller jusqu'au bout. Ça te va bien ? On est parfois obligé de faire notre devoir, sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir. Mets ta ceinture. Si nous n'arrêtons pas Thrawn, tout ce qu'on a fait aura été en vain. Tu n'as pas le moindre pouvoir. Anakin, ne tarissez pas d'éloges à votre égard. Je ne suis pas venu ici pour discuter de mon passé. Nous avons de nombreuses tâches à accomplir. Rebelle un jour, rebelle toujours.
Et voilà, donc je vais laisser la parole à Fabien pour nous présenter un petit peu la série Ahsoka. Ouais, donc on parle de la série Star Wars Ahsoka. Je vais juste l'appeler Ahsoka par souci de simplicité à l'oral, ça sera plus cool et plus fluide. Donc la saison 1 a été mise en ligne entre le 22 août et le 3 octobre dernier sur Disney+, donc en 2023. C'est une série qui a été créée et écrite par Dave Filoni, qui en est également l'un des producteurs exécutifs. Et donc, comme son nom l'indique, ça raconte le destin de la Jedi Ahsoka Tano, qu'on a bien connue dans les séries The Clone Wars et Star Wars Rebels. Donc, c'est un personnage qui a été créé par Filoni, qui donc profite de la série pour raconter finalement la suite de son histoire dans une période qui donc, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est située globalement après le retour du Jedi et concomitante aux autres séries qu'on connaît en ce moment sur Disney+. Donc il y a 8 épisodes dans cette saison qui sont d'une durée comprise entre 37 et 57 minutes avec les crédits. Donc globalement, c'est d'une durée assez similaire à ce qui se fait pour les autres séries Star Wars, peut-être un peu plus long quand même que ce qu'on peut avoir sur Mando ou ce qu'on avait sur Boba Fett en moyenne, mais globalement c'est assez similaire. Donc au niveau des acteurs, évidemment, c'est Rosario Dawson qui revient dans le rôle. On l'avait déjà vu en tant qu'Ahsoka dans The Mandalorian dans la saison 2 et puis également dans The Book of Boba Fett lorsqu'elle rencontrait un certain Luke Skywalker. Et on a également des nouveaux acteurs qui sont introduits dans l'univers de Star Wars avec Natasha Liu Bordizzo qui joue le rôle de Sabine, on en reparlera tout à l'heure. Eman F. Sandy qui lui joue le rôle d'Ezra Bridger. On a Mary Elizabeth Winstead qui joue le rôle merci, j'ai un gros trou de mémoire, Hera. Et donc, ce qui est assez rigolo pour l'anecdote, c'est que c'est la compagne d'un personnage, enfin plutôt d'un acteur qui est assez habitué à Star Wars, puisque c'est Ewan McGregor, rien que ça. On a également Ivana Sakno, pour écorcher son nom, David Tennant qui prête sa voix à un droïde assez rigolo dans la série, et également le regretté Ray Stevenson qui malheureusement nous a quittés avant que la diffusion de la série ne débute. Donc il y a également un certain nombre de personnages et d'acteurs qui étaient auparavant dans Star Wars qui reviennent, que ce soit pour une petite apparition ou pour des rôles un peu plus larges. On en reparlera tout à l'heure. Il y a également des retours du côté des réalisateurs des épisodes. Bon, déjà évidemment en tant que créateur de la série, Dave Filoni réalise les épisodes 1 et 5. On a également Steph Green qui réalise les épisodes 2 et 3, donc il avait déjà officié sur The Book of Boba Fett, mais également dans d'autres séries comme Luke Cage, la série Marvel, ou The Deuce, une série de David Simon. L'épisode 4, il est réalisé par Peter Ramsey, qui lui aussi avait officié sur Mando dans la saison 3, et c'est l'un des co-réalisateurs d'un super film d'animation, Spider-Man New Generation, Into the Multiverse en VO. Épisode 6 est réalisé par Jennifer Getzinger, qui avait officié sur une autre série Marvel, qui est Daredevil, et également sur Mad Men. L'épisode 7, c'est Jita Vasan Patel, qui avait officié sur House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones. Et enfin l'épisode 8, alors là c'est même plus un habitué des séries Star Wars, c'est carrément limite le patron, c'est Rick Famuyiwa qui a fait pas mal d'épisodes sur les 3 saisons de Mando, et notamment je crois qu'il a fait le final de la saison 3 qui était assez spectaculaire. Voilà. Donc le tournage s'est déroulé entre mai et octobre 2022 à Los Angeles, oui, plutôt dans des studios avec une fois de plus l'usage assez large du volume, la fameuse technologie Stagecraft qui a été conçue par Industrial Light and Magic, ILM, le studio d'effets spéciaux de Lucasfilm. D'ailleurs, ça peut se voir à certains moments, mais en tout cas ça permet une immersion qui est toujours assez importante pour un budget de série télé.
Du côté de la musique, là aussi, il y a un retour qui est vraiment cohérent avec la jeunesse de cette série et la continuité de l'œuvre de Dave Filoni, puisque la musique a été composée par Kevin Keener, qui était déjà compositeur de toutes les bandes originales de séries d'animation de Filoni. Il a fait The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch également, une excellente série, et la mini-série Tales of the Jedi, qui est sortie, je crois, en fin d'année 2022. Donc, également dans les particularités de cette série par rapport peut-être aux autres, on a vraiment une histoire qui se suit en continu. Voilà, globalement, la fin d'un épisode, c'est vraiment le début du suivant, plutôt qu'une succession d'épisodes avec, en gros, le Monster of the Week qu'il faut abattre chaque semaine. Là, vraiment, c'est une continuité de semaine en semaine. Et je pense qu'on peut regarder les 8 épisodes à la suite comme un gros film. Et dernière particularité, avant que je cède la parole, la série, comme un certain nombre d'œuvres de Star Wars, débute par un texte déroulant, et c'était la première série Star Wars à le faire. Alors, en termes de design, c'est pas exactement le même que celui des 9 films de la saga Skywalker, mais voilà, c'est la première série qui reprend un texte déroulant pour contextualiser un petit peu l'action. Voilà, pour une petite présentation assez longue. Voilà, une bonne présentation. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Céline ou Renaud, ou je pense qu'on a... C'était complet. Hein. Ouais, pas grand-chose d'autre à rajouter, je pense. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'une saison 2 a été annoncée. Oui. On en reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais oui, la saison 2 est annoncée. On en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Du coup, on va continuer avec donc l'imbrication de cette série dans l'univers Star Wars. Je vais laisser la parole à Renaud pour cette petite partie. Tout à fait. Alors, cette série Star Wars, comme tu disais Fabien, elle fait suite notamment à toutes les séries qui ont été mises en place par Dave Filoni, notamment la série The Clone Wars, dans laquelle apparaît pour la première fois dans le film qui est sorti en 2008, Ahsoka Tano. Elle fait suite également à la série Rebels, dans laquelle on a pu découvrir tous les personnages des Ghosts, de l'escadron géré par Hera Syndulla, dans laquelle il y avait donc Hera notamment, il y avait Ezra, il y avait Sabine. Donc il y avait tous ces personnages-là qu'on retrouve désormais dans la série Ahsoka. Et elle fait suite également notamment donc, aux séries live dernièrement qu'on a pu avoir, comme donc The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Donc c'est vraiment une série qui peut se suivre sans avoir vu le reste, mais bien évidemment on prend beaucoup plus de plaisir et on comprend beaucoup mieux tout ce qui s'y passe si on a suivi les autres séries, et notamment, je trouve à titre personnel, les séries animées. Parce qu'elles font vraiment suite. Pour donner une idée, la fin de la série Rebels, la dernière séquence, se retrouve réalisée en live dans la série Ahsoka. C'est la scène où justement Ahsoka vient chercher Sabine sur Lothal pour partir à la recherche de Thrawn et de Ezra. Oui, parlons-en un petit peu. Déjà, qu'est-ce que les séries, donc je pense que les séries animées, je pense que vous les avez tous vues. Et du coup, est-ce que pour vous c'est bien imbriqué cette série dans l'univers du coup, par rapport à la suite de ces séries-là, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu choqué ou non? La grosse surprise, c'est peut-être le fait que Sabine, elle a la force. C'était quelque chose qui n'avait pas du tout été évoqué dans Rebels. Donc ça, c'est vraiment un twist sur le personnage. Après, c'est peut-être même trop imbriqué, c'est-à-dire qu'ils ont même pas fait une séquence d'introduction pour résumer tout ce qui s'était passé. Pour les gens qui arrivent en étant juste, par exemple, en ayant suivi le Mandoverse, ils ont l'impression d'avoir bien suivi Star Wars, et en fait, ah bah non, en fait, il y avait tous les épisodes de toutes les séries animées qu'il fallait aussi avoir derrière soi pour avoir les clés. C'est un petit peu dommage. Ouais, on peut comprendre, hein, comme disait Renaud, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un truc. Et là, en l'occurrence, l'histoire de Sabine, justement, ça montre aussi que même en ayant tout vu,
au final, on peut quand même se retrouver un peu largué. Moi, je suis arrivé au début de la série, je me suis dit: «Merde, mais j'ai oublié j'ai oublié ce qui lui arrivait, elle a commencé à devenir padawan, dans la série ou pas?» Parce que ça fait quelques années que j'ai pas vu Rebels quand même et en fait non, on n'a jamais vu ça et donc il y a une forme d'ellipse dans le récit et on le découvre un peu là. Mais c'est vrai que comme on retrouve les personnages des années après, on se demande, finalement ce qu'on a déjà vu et ce qu'on n'a pas vu, quoi. Tout à fait. Si je peux ajouter quelque chose, je citais tout à l'heure qu'une des scènes donc de Star Wars The Rebels a été filmée en live pour la série Ahsoka. Mais en fait, elle a été un petit peu remontée parce que cette scène, elle apparaît dans l'épisode 2 de la série Ahsoka, alors que dans la scène finale de Rebels, bon, ce qui s'est passé avant, de ce qu'on comprenait, ça s'était pas passé dans Rebels. Donc il y a une légère réécriture qui a été faite à ce niveau-là, notamment sur le fait que effectivement, on apprend que Sabine a été l'apprentie de Ahsoka quelques années après la fin de Rebels. Ensuite, ça s'est arrêté, puis là, ça recommence donc au moment de la série Ahsoka. Mais ça, c'était une surprise pour tout le monde parce qu'à aucun moment, dans aucune œuvre, ça avait été annoncé cette chose-là. Parfait. Je prends une petite question dans le chat de Timon Timové. Peut-on s'accorder sur le fait que Ahsoka est un personnage insupportable dans les premiers épisodes de Clone Wars et qu'elle gagne ensuite à être aimée pour finir par l'adorer totalement, ou suis-je le seul à avoir vécu ça? Non, moi je suis assez d'accord avec ça. Dans les premiers épisodes, mais je pense que ça fait partie de l'écriture du personnage, hein. C'est une chippie, hein, comme l'appelle Anakin. Et je pense que on nous présente le personnage comme ça, mais le personnage gagne en maturité et gagne autant en maturité qu'elle gagne en puissance. Et je pense que ça fait partie de la construction du personnage dans la série animée. Mais moi, je suis pas d'accord, hein, franchement, je suis pas d'accord. C'est juste que, je pense que Timon Timové, n'aime pas les enfants et les jeunes. Ça doit jouer, oui. Ça fait bien longtemps qu'il a pas été jeune lui-même. Donc non, mais enfin, OK, c'est une gamine un peu poil à gratter et cetera, mais globalement ça va. Enfin, franchement, moi, pour le coup, elle m'a jamais insupporté, après, peut-être que quand j'ai vu les épisodes, j'étais, moi-même, un peu insupportable, je sais pas, mais honnêtement, non, j'ai jamais trouvé vraiment relou, quoi. Des fois, effectivement, dans les séries, surtout séries d'animation, il peut y avoir des personnages un peu jeunes, pénibles, mais là, en l'occurrence, franchement, j'avais pas trouvé que c'était le cas. Mais pour le coup, là où je suis d'accord avec Laurent ou Timon Timové, c'est sur la progression du personnage dans toute la série. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit également évoluer après dans Rebels. Et là, dans Ahsoka, c'est encore le cas, même puissance 10 peut-être, quoi. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais vraiment, Filoni se fait plaisir en faisant justement grandir, puis même vieillir ce personnage. Ouais, je pense qu'il aime bien faire évoluer ses personnages, donc il faut partir de loin pour arriver vers l'apothéose. Ouais. Donc on est relativement d'accord et pas d'accord avec Timon Timové. C'est un peu 50-50 du coup. Mais bon, parce qu'il est jaloux parce qu'on fait pas une émission sur Tron. Voilà. Du coup, bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'imbrication dans l'univers. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Pour vous, c'est... Bah, juste pour dire peut-être que c'est quand même assez plaisant pour tous les gens qui ont regardé les séries d'animation. Je pense qu'on est, c'est le cas de nous tous ici, de voir cet univers se matérialiser avec des acteurs en chair et en os, même les décors, les voir en vrai, genre la planète Lothal, c'est fou, quoi. Enfin, franchement, on a l'impression de voir un truc familier alors que. Et le Lovecats. Ouais, ça c'est fou. Ça, c'est énorme. Alors, les Lovecats, il y en a un en vrai, pour le coup, à Star Wars Galaxy's Edge, qui est dans une cage en train de ronfler. Donc voilà, s'il y a des spectateurs qui ont la chance d'y aller ou qui ont déjà eu la chance d'y aller, il y a un Lovecat là-bas et c'est assez rigolo de le voir en vrai. J'étais choqué quand je l'ai vu la première fois. Il est très réaliste, effectivement, se croirait dans la série, je suis d'accord. C'est fou, hein. D'accord, parfait. Et bah du coup, on va enchaîner avec, en parlant un petit peu de la République et puis de Hera. Je vais laisser la main du coup à Céline pour cette partie.
Et bah, sur la République, finalement, on l'avait pas vu beaucoup, dans le Mandoverse, sur cette période-là. Donc là, on en profite un petit peu. On retrouve, notre, Mon Mothma, préférée, qui est la même actrice, hein, qui faisait, dans Andor et qui faisait aussi dans la prélogie. Et Rogue One, j'allais oublier. Mais voilà, tu mets là l'image pour ceux qui sont en podcast de ces républicains en hologramme et finalement ça représente bien la façon dont la République elle est décrite dans cet univers. Elle est très éthérée, elle est quasiment absente. Voilà, il y a une menace, personne ne veut y aller. D'ailleurs, en premier, comment dire, dans l'opposition, il y a un personnage qu'on avait déjà vu dans Résistance, qui faisait le père du héros, dans lequel on voyait qu'il tombait vers le Premier Ordre. Donc, on voit en fait que cette République, elle est infestée déjà du Premier Ordre, alors qu'on n'est que quelques années finalement après le retour du Jedi. C'est assez triste parce que finalement, on pourrait penser que c'était un peu l'apogée après le retour du Jedi de la République et que petit à petit, après, on allait tomber vers la post-logie. En fait, cette République, elle n'a pas vraiment le temps de vivre du tout. On a aussi cette description qui est faite sur Corellia, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a pu vivre à la suite de la Seconde Guerre mondiale, où on sait que les industriels, ils ont travaillé pour la guerre d'un côté, et ensuite, on ferme pas toutes les usines, hein, on les retransforme en usines civiles, on le sait, et dedans, il y a des gens qui étaient volontaires pour travailler, il y en a d'autres qui le faisaient parce que ils n'avaient pas trop le choix, ou parce que voilà, c'était juste la majorité silencieuse, malheureusement. J'ai trouvé ça intéressant de voir toute cet univers, cette partie de l'univers qu'on n'avait pas exploré voilà, dans le Mondoverse jusque-là. La contre, Hera, du coup, elle a un tout petit rôle finalement dans cette série. Elle va pas de l'autre côté de la galaxie, enfin, dans l'autre galaxie. Elle reste sur place, elle reste empêtrée dans cette République. Donc c'est un peu dommage. Elle va même devant un espèce de tribunal qui est un peu tribunal exécutif. Déjà, il y a un espèce de mélange des genres. Là, on a le petit caméo de C3PO, donc c'est Anthony Daniels qui est venu. On sent que malheureusement, on aurait bien aimé avoir Carrie Fisher, mais que c'est pas possible. Elle est mentionnée à ce moment-là. Donc oui, cette République, elle est un peu tristounette. Le dernier point, c'est peut-être Jacen qui commence à avoir la force. J'en parle là parce que c'est vrai que il reste avec Hera. Donc ça, c'est le petit clin d'œil à la fin de Rebels, où on le voyait apparaître pour la première fois. Ouais, donc on est vraiment bien sur une République qui est, qui est présente, mais pas trop non plus. On sent que déjà, ça peut vite vaciller et ça nous appelle sur les prochains films. Fabien, Renaud, des choses à rajouter? Ouais. Une bêtise. Non, j'allais encore rajouter quelque chose. Vas-y. En fait, ils veulent pas intervenir, mais alors quand il s'agit par contre d'aller rattraper les bretelles de Hera, là, ils sont capables d'envoyer toute une flotte, quoi. C'est ça. Oui, c'est complètement fou. C'est pas faux. Non, mais il y a tout ça, il y a de l'excès de zèle, effectivement. Ouais, tiens, la générale qui sort un peu des clous, on va aller la faire chier. Vraiment, les gens qui ont envie de sortir un peu des rangs, on va aller les embêter et les empêcher de tourner en rond. Par contre, à côté de ça, il y a une naïveté impressionnante, c'est-à-dire que personne. Il y a certains personnages qui ont un rôle important dans la Nouvelle République qui n'ont pas du tout peur du retour des impériaux. En gros, c'est un peu
si j'affirme quelque chose, bah, ça va être la vérité, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire: «Ah bah non, mais il y a plus d'impériaux, c'est fini». Ah ouais, mais sauf qu'en fait si. «Ah mais Thrawn, il représente pas une menace». Ah ouais, mais sauf qu'en fait un petit peu quand même. Et cette naïveté va les perdre, hein. Alors effectivement, c'est ce que tu disais Olivier, on sait finalement comment tout ça se termine puisqu'on a vu, la postlogie, pour le meilleur et pour le pire et du coup, bah, on sait très bien qu'en gros les méchants vont revenir et vont naître finalement, dans cette république, qui n'arrive pas à réinstaurer un régime, sur la galaxie, un régime cohérent, dans lequel, finalement l'autoritarisme ne peut pas renaître, quoi. Et puis ça a toujours été le problème de la République dans Star Wars, c'est qu'elle a toujours été inactive et à s'entasser dans de la bureaucratie et ne jamais prendre de vraies décisions en fait. À dire oui, bon, on verra. Sauf que bon, on a vu ce que ça donnait avec l'Empire. Ensuite, effectivement, on voit ce que ça va donner avec l'arrivée du Premier Ordre derrière. Bon, c'est vrai que c'est le problème de la République et le problème effectivement de mettre d'anciens responsables impériaux toujours à des postes clés, on va dire, de la Nouvelle République. Alors effectivement, on peut pas changer tout le personnel, c'est quelque chose dans l'histoire hein, qui existe, mais voilà, ça peut entraîner des dérives. C'est quelque chose qu'on voyait déjà un petit peu avec Andorre, mais c'est vrai que je trouve que pour le coup, là c'est plus développé encore dans Ahsoka, notamment avec l'exemple de l'usine de Corellia. Et c'est vrai que c'est un côté que j'ai trouvé très très intéressant moi, pour le coup dans cette série. Mais ce que disait Céline, c'est intéressant, c'est-à-dire que, par rapport à l'épisode 3, enfin épisode 2, épisode 3 où on voit, la République qui commence à s'effondrer, la démocratie qui s'effondre face à un désir autoritaire. Là, on a une nouvelle république, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà presque plus une démocratie, en fait, avant même d'avoir recommencé à en être une. C'est-à-dire que, comme on sait quand même que ça peut revriller, revaciller, eh bien, il y a déjà, en fait, une tentation autoritaire, dès le début, en fait et donc en réalité, à peine réinstallée, cette république, elle est déjà vérolée. Finalement, ça peut pas marcher, c'est condamné à l'échec, dès le départ et ça, on le voyait déjà dans Mando saison 3 aussi, dans les épisodes qui se passent, à Coruscant, enfin l'épisode qui se Ouais, passe à c'est vrai. Coruscant et là, c'est vraiment la continuité de ce truc-là avec leur espèce de tribunal autoritaire à 2 balles là, c'est vraiment ça, en fait et donc bah, c'était clairement condamné à l'échec. Mais ce qui est triste, c'est un petit peu l'impuissance justement de nos héros, l'impuissance de Hera, l'impuissance, des Jedi, hein, qu'on voit pas. Alors, Luke Skywalker qui est parti un peu, comme un ermite de son côté pour faire son truc. Leia effectivement, qui est représentée ici par C3PO. En fait, ils sont un peu impuissants. En gros, ils rattrapent un peu les dégâts, à l'arrache. Là, C3PO vient sauver les fesses d'Hera, mais en réalité, il est déjà trop tard. Après, ça me choque pas non plus que, dans une démocratie, si un général, désobéit aux ordres, ils doivent être, injusticiables, hein. Au Bien sûr, contraire, ça bien sûr. c'est plutôt sain. Mais c'est vrai que, ben, on sent que les décisions, par contre, sont prises, en étant en fait, bah, comme tu disais, vérolées quoi. Finalement, les gens qui sont décisionnaires, il y en a la moitié qui travaillent déjà un peu pour le premier ordre, en fait. Mmh. C'est ça, qui ont des motivations qui vont dans un sens différent de celui de la République. Et on sent l'impuissance de Mon Mothma qui était si forte, justement, quand on la voyait dans Andor, Mmh. qui malgré, toute l'adversité, en fait, faisait son truc en sous-main, quitte à sacrifier, sa famille, pour, bah, voilà, résister et là, en fait, on a l'impression qu'elle sait pas trop comment faire, quoi. Ah ouais, c'est pas trop sur quel pied danser. Et on a Worgon qui nous dit dans le chat que lui, par contre, il a été agacé du Deus Ex Machina, C3PO qui arrive, qui vient sauver Hera. C'est un peu gros, hein. C'est une Ouais, bah facilité scénaristique. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça nous évite d'expliquer pendant 3 heures comment on peut la sauver. Et ouais, elle arrive. Et puis on était quand même content de revoir Mais C3PO. après, moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça montre quand même l'influence encore importante qu'a Leia. Et c'était surtout Mmh. à ça que servait l'intervention de C3PO, c'est-à-dire voilà, Leia c'est une sénatrice encore très influente de cette nouvelle République. Ouais, quand elle parle, on écoute. Exactement.
D'accord. Au niveau de la République, vous avez des choses à rajouter ou Non, c'est assez clair, je pense. à part qu'on sait comment elle finit. Mais même si je pense que même si on n'avait pas eu les films, c'est quand même. Je trouve que c'est assez bien emmené dans la série, le fait de. Oui. Ouais, elle est bien corrompue, on sent qu'il y a quand même. Ça peut vaciller assez rapidement d'un côté comme de l'autre, quoi. Bah, elle est mal née en fait, et c'est ce qu'on sent, quoi. Ouais, c'est ça. Ça faisait quand même pas mal sorti du chapeau. Ouais, bah c'est une facilité scénaristique, hein, de toute façon, comme il y a dans beaucoup de séries pour Après, nous si, faire peut-être avancer le scénario. juste pour conclure, je pense que dans tout ce qu'on voit sur la République, là, dans Ahsoka, il y a des bribes de ce qui était prévu, je pense, pour une autre série qui avait été annoncée et qui devrait, je pense, ne jamais voir le jour, qui s'appelait Rangers of the New Republic. Vraisemblablement, on aurait dû avoir dedans Cara Dune, qui était dans les 2 premières saisons de Mando, sauf que l'actrice a eu le malheur de dire quelques petites bêtises, je crois sur les vaccins, si je dis pas de bêtises, et donc Disney l'a un peu squeezé. Et donc malheureusement, cette série devrait jamais voir le jour, mais je pense que déjà dans Mando, on le voyait dans la saison 3, et là dans Ahsoka, je pense qu'on a quelques éléments d'intrigue qui étaient envisagés qui ressortent ici. Mais on peut presque regretter finalement de pas avoir peut-être une série dédiée, plus approfondie, qui nous permette de voir les arcanes de la Nouvelle République et de ce qu'a voulu, enfin des tentatives de mise en place de nouvelle organisation, quoi. Mais bon, on verra ça en filigrane, je pense, au fur et à mesure des séries. Parfait. On va enchaîner sur Ahsoka, Sabine, leur relation, Ezra, et puis peut-être on va parler également d'Anakin, et pour ça je vais laisser la parole à Renaud pour nous parler un petit peu de tout ça. Alors, comme on disait donc effectivement au début de ce live, on a quand même une surprise générale de découvrir que effectivement Sabine avait été l'apprentie de Ahsoka. Ça, c'était une nouveauté pour tout le monde. Du coup, la série elle est intéressante parce qu'elle nous laisse le temps de digérer cette information, vu que les retrouvailles ne se passent pas très bien, qu'on comprend petit à petit ce qui s'est passé, et petit à petit elles vont reconstruire leur confiance. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un des points forts de la série en l'occurrence. De reconstruire une relation que nous on n'a pas vue, mais qu'on nous explique qu'elle a existé et on la voit se refaire petit à petit. Ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, moi j'ai été un petit peu plus déçu sur les retrouvailles entre Ezra et Sabine. J'ai trouvé que bon, c'était un petit peu forcé et ça aurait pu être plus profond. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment en surface. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça Ces m'a pas retrouvailles. choqué, moi. Ça t'a pas choqué? Ouais. Moi non plus, au contraire, j'ai retrouvé finalement la complicité qu'ils avaient dans la série animée. Moi, j'avoue pas tant que ça. Je sais pas, j'aurais espéré un petit peu plus. Mais bon, peut-être que je m'étais imaginé des choses, hein. Ça fait 10 ans ouais, plus que 10 ans, 15 ans, quasiment 15 ans qu'ils se sont pas vus. Je sais pas, je m'attendais à autre chose. Mais bon. Ouais, Après, t'attendais peut-être un peu plus d'interaction entre les deux. Ouais, C'est vrai pense qu'on qu'ils auraient eu il plus de y en choses a, mais voilà, mais je pense qu'ils auraient eu plus de choses à se dire. Là, en plus, le fait qu'elle cache son secret par rapport à comment elle est arrivée ici, je sais pas, je trouvais que le tout était un petit peu forcé. Moi, ça, c'est la partie à la limite que je critiquerais un petit peu plus de la série en l'occurrence. Ouais. non. Bah, il y a peut-être Oui, du Fabien. hors champ aussi, enfin des choses qu'on voit pas, hein. On Alors peut imaginer qu'ils se racontent des trucs, mais c'est vrai que pour par contre, après, ouais, mais la première retrouvaille qu'ils ont, là, il y a pas d'heure champ parce que c'était la première fois qu'ils se rencontrent. Et quand on s'est pas eu depuis 15 ans et qu'ils étaient aussi proches, hein, ils se considéraient comme des frères et sœurs. Voilà, j'espérais, moi personnellement, en tant que fan, j'espérais un peu plus. t'es Après, pas ça le reste seul une série, apparemment, hein. il y a quelqu'un qui pense la même chose sur le chat. Ouais, Morgan, il est d'accord avec toi. Ce qui me surprend, c'est le contexte. De comment ils se retrouvent. C'est un peu, pas par hasard, mais Bah, là aussi, il y a quand même une facilité, quelques facilités scénaristiques. Sabine retrouve Ezra quand même assez rapidement. On va pas se mentir. Ouais, Bon, ouais. après, c'est sur une planète qui est vide, hein, mais il y a pas l'air d'avoir beaucoup d'habitants. Mais c'est vrai que c'était un petit peu facile, je trouve aussi. Il était pas très caché. oui. Oui.
Pour quelqu'un qui est censé se cacher de Throne, bon. C'est pas faux non plus. Je suis pas Depuis- sûre qu'il se cache depuis 15 vraiment ans, en plus, de Throne, hein, parce que Throne, s'il avait voulu le tuer dès le départ, il l'aurait tué dès le départ. Je pense qu'il C'est le vrai, sait d'ailleurs, et il que tout le le, monde il le s'en dit à un fout, en fait. moment, Throne, je crois, en plus. Ouais. Effectivement, il cherchait pas forcément à se débarrasser de... Throne, il est coincé là. Avoir une deuxième personne qui est recherchée, c'est tout bénef pour lui. Ça fait 2 fois plus de personnes qui sont susceptibles d'aller le chercher. C'est vrai, tout à fait. En l'occurrence, c'est une porte de sortie, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, ça a été le cas, pour le coup. Oui et non, Et parce du que coup, c'est quand même ses alliés qui sont venus le chercher. Mais... Ouais, mais c'était prévu par Throne, entre guillemets. Mais sinon, si on revient un peu sur Ahsoka et Sabine, sur leur relation, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette relation je t'aime moi non plus un peu? Bah, c'est comme ça, moi je l'ai ressenti, mais Tout à fait. qui veut prendre la parole sur cette petite partie ou il n'y a rien à rajouter Quelqu'un veut? Ouais, je vais me lancer alors. Vas-y, ouais, je me suis déjà exprimé. Non, bah, c'est la relation un peu conflictuelle entre, en gros, le maître et son apprenti, quoi. Enfin, c'est vraiment ça avec Sabine qui est un peu rebelle, on va dire, et Ahsoka qui peut faire un peu vieille moralisatrice à certains moments, avant de se rendre compte que justement il faut qu'elle aussi elle change un peu sa façon de faire. C'est pour le coup pas forcément très nouveau, hein, dans Star Wars, ce type de relation. Là, ce qui est intéressant finalement, et qui est inédit, c'est la faible maîtrise de la force de Sabine. C'est-à-dire que bon, on a souvent vu des jeunes Padawan qui étaient hyper talentueux, hyper doués, et donc va plutôt falloir canaliser ça. Là, il faut canaliser le caractère de Sabine, mais par contre, il faut faire avec une maîtrise de la force qui est pour le moins lacunaire. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et alors par contre, il y avait un truc qui était assez gros, c'est quand le droïde leur dit qu'elles doivent rester ensemble, évidemment, première occasion, elles se séparent et évidemment ça part en vrille. Ça, c'est un peu con, parce qu'on le sentait un peu venir. Mais à part ça, non, leur relation est plutôt sympa, et puis leur retrouvaille après, j'ai trouvé que ça marchait et qu'on voyait qu'elles avaient grandi, mûri toutes les deux. Ouais, il y a vraiment dans tout le long de la série, leurs sentiments progressent ensemble au fil de l'aventure. Oui, Ahsoka, Sabine, niveau force, c'est même inexistant. Bah, je pense que c'est pas vraiment inexistant, puisque sur la fin, elle arrive à faire des choses, mais je pense qu'il y a un blocage, Ouais, et c'est ça. que le fait que Ahsoka aussi, il y a quelque chose quand même beaucoup sur, comment dire? Sur le fait qu'Ahsoka, elle la pousse pas trop, tu vois, elle lui laisse prendre le temps de prendre ses marques. Elle lui dit pas, bah attends, il faut que tu reprennes la force, parce qu'en fait, on a des combats à mener, donc il faut que tu sois opérationnel, quoi. Elle lui laisse, elle est tout dans le consentement. Il y a vraiment une belle relation entre les deux. Par rapport à Luke qui est avec Grogu, qui est un peu bon, tu restes ou alors tu t'en vas. Là, on n'est pas du tout dans le même genre de relation. On a une relation beaucoup plus saine. Bienveillante. Et bienveillante, ouais, tout à fait. Et différente de ce qu'on voit des Jedi dans la prélogie, justement. Totalement. Dans la prélogie, t'es Padawan, il faut absolument que tu rentres dans le moule de l'ordre Jedi. Là, c'est un peu McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Et donc tu restes comme ça, et on va essayer de te faire progresser, de te faire évoluer avec tes forces et tes faiblesses. De toute façon, Ahsoka lui dit bien à un moment dans la série, je veux pas te faire de toi une Jedi, mais je veux t'apprendre à survivre et à être plus forte. Donc son but, ce n'est vraiment pas de lui inculquer le dogme Jedi. De toute façon, Ahsoka, le dogme Jedi, elle l'a abandonné depuis bien longtemps, mais c'est à être plus forte. Pour pouvoir se défendre et pour pouvoir débarrasser la galaxie de gens comme Throne.
Ouais et puis ça va Ouais. bien avec le fait qu'Ahsoka, elle a quitté l'ordre Jedi, dans son aspect très dogmatique, aussi donc Mmh. je trouve que ça fait une belle continuité à ce personnage-là. Tout à fait. D'ailleurs, c'était un petit peu la peur que je pense on a un peu tous eu quand on a appris que, bah, elle avait une apprentie. De se dire: «Mais, c'est pas vraiment une Jedi, pourquoi est-ce qu'elle a une apprentie?» Mais du coup, la série explique assez bien, bah, voilà, c'est pas pour en faire une Jedi. Donc oui, la continuité au niveau du personnage d'Ahsoka à ce niveau-là, elle est très bien, ouais. Et comme dit Timon Timové, Sabine, elle est super attachante. Ce qui n'est pas faux. Il y a un C'est petit vrai. truc qui fait qu'on peut pas trop le vouloir de ses choix. Des fois un peu désartreux des fois, mais Et c'était déjà le cas dans Rebels. Elle était Mmh. déjà très attachante dans Rebels. Mmh. C'est vrai. Parce Et qu'également c'est une pardon, excuse-moi, vas-y. non, vas-y. Pardon, excuse-moi. J'allais dire en fait, pareil, Sabine, c'est une personne qui est très bienveillante. Elle est là pour venir en aide aux autres. Elle est pas là pour prendre le pouvoir. D'ailleurs, dans Rebels, elle le prend pas alors qu'elle aurait pu. Voilà, c'est une personne qui veut aider les autres, qui veut améliorer la situation. Puis c'est Exactement comme Ahsoka finalement, c'est pour ça qu'elles se complètent bien enfin Mmh. qu'elles se retrouvent bien les 2. Puis c'est quelqu'un qui a vécu quand même des trucs pas faciles, enfin, sur Mandalore et cetera, avec sa famille et puis, bah, là on voit, justement qu'il y a eu la purge, sur Mandalore, entre-temps. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un passé pas hyper facile, qui s'était, attaché très fortement à Ezra qui a disparu. Enfin voilà, en gros elle a tout perdu quoi. Donc là il faut reconstruire. Mmh. Et après on a un autre personnage qui arrive, très proche d'Ahsoka, Anakin. Ah tiens, on a déjà On a entendu parler de lui. ça me dit quelque chose, vaguement, hein. Je pense que c'est un personnage secondaire, je pense, de l'univers. Qui c'est qui veut parler un petit peu du retour d'Anakin dans cette série qui était, Renaud, tu pas prévu? Ben, oui, Anakin, c'était un retour qui forcément était attendu, puisqu'Anakin, dans la vie d'Ahsoka, forcément, a été son mentor, de tout temps. Tant qu'il a été Anakin, il ne l'a jamais trahi. Il a été avec elle jusqu'au bout. Et Ahsoka, bon, elle a eu, notamment dans Rebels, quelques découvertes. Notamment, elle a appris que Anakin était devenu Dark Vador. Mais j'ai trouvé que la série revenait assez bien sur leur relation à tous les deux. Déjà, bah, on le voit avec l'image que tu mets, je trouve que la transition live, enfin animée live, elle a été parfaite. Dans les scènes, dans les flashbacks qu'on peut voir, je trouve Mmh. que la série, elle a fait un travail fantastique à ce niveau-là. Mais même dans la relation entre les deux personnages, je trouve vraiment qu'il y a un super travail qui a été fait, qui est très fidèle des séries animées, mais des personnages live également qu'on a pu voir jusqu'ici, des deux personnages, notamment d'Anakin. Mmh. Ouais, je suis d'accord, la vibe, Clone Wars, elle est hyper bien, ressentie, quand on voit les images. Hem, on ressent vraiment, les décors, les costumes, tout de The Clone Wars. On est vraiment dedans et le respect, ouais, des caractères des personnages, de cette époque finalement, voilà, Ahsoka qui est la personne qui se questionne sur, le bien-fondé, de ce que fait l'ordre Jedi et quelque part, pour moi, cette scène-là, c'est aussi, l'épreuve de force de Ahsoka, en fait, Bien sûr. comme Luke, dans la grotte. Elle affronte ses propres démons à elle, c'est la culpabilité, de ne pas avoir, de ne pas être restée avec Anakin qui fait qu'elle pense que quelque part son basculement, bah, elle aurait peut-être pu l'empêcher donc voilà, même si, on n'en sait rien après tout, mais je pense elle garde ce sentiment de culpabilité, et là, bah, ça va l'aider aussi à aller, au-delà de ce sentiment. Bah, concrètement, en fait, ce qui s'est passé dans cet épisode 5, c'est une introspection, hein, pour Asuka et ça joue notamment énormément sur la suite de la relation qu'elle va avoir avec Sabine. Ouais. Parce que je pense que c'est par rapport à la relation qu'elle avait avec Anakin, par rapport à ce qui s'est passé avec Anakin, qu'elle avait peur de ce qui pourrait se passer avec Sabine et suite à ça, elle change totalement de comportement et elle devient beaucoup plus avenante avec elle, du coup. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pas, en gros, faire exactement l'inverse, de ce que faisait Anakin ou
d'ailleurs faire exactement la même chose. Enfin, elle va trouver sa voie à elle, mais en faisant une forme d'introspection sur sa relation à l'époque avec Anakin. Et oui, l'épisode 5, il est clairement vraiment, vraiment très réussi. Alors, le fan de Clone Wars adore parce que franchement, ça fait bizarre de voir ce plongeon dans cette époque-là. Avec des acteurs et avec notamment un acteur qu'on connaît bien quand même, que j'ai bien critiqué des tas de fois pour ses prestations, notamment dans l'Attaque des clones, mais là, franchement, on peut rien dire, il est super, il est vraiment super. Et ça fait vraiment plaisir de le revoir et sa prestation est réussie et contribue alors à l'émotion, évidemment, voilà, on est content, on parlait de ça pour C3PO tout à l'heure, on est content de le revoir, mais en plus de ça, là, il y a une véritable utilité dans le récit, quoi, pour faire évoluer Ahsoka. Et peut-être que justement, jusqu'à cet épisode-là, on pouvait se dire que Ahsoka était presque spectatrice de sa série, où on insistait pas mal sur Sabine. Là, clairement, bah voilà, c'est elle qui est au cœur de tout, et justement, on comprend qu'elle va être au centre aussi du destin des autres personnages montrés dans la série. Tout à fait. Ben, il y a eu cette comparaison qui a été faite, notamment avec ses vêtements. Forcément, la comparaison elle est immédiate. Mais avec Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Yes. où elle passe de Gandalf le gris à Gandalf le blanc. Et effectivement, c'est vrai qu'on est totalement dans cette idée-là. Totalement. C'est l'idée de la libération, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. De la renaissance, quelque part. Voilà. Puis une forme de sagesse qui arrive avec l'âge. Tout à fait, ouais. Oui. Et il y a Worgen qui dit: que pensez-vous de ces références culturelles, du coup? On parlait de Gandalf, alors est-ce que c'est vraiment une référence à ce Ah là, je pense que oui. Seigneur des Anneaux? Là, je pense que oui, c'était assumé. Ah, clairement. En l'occurrence. Mais... Non, Oh, puis c'est bien. Filoni, je crois qu'il a même affirmé publiquement, alors peut-être pas en l'espèce, mais il a déjà affirmé que Le Seigneur des Anneaux, c'était une œuvre qui l'inspirait fortement, mais de toute façon, ça avait déjà été le cas pour Lucas à la base. Hein, enfin. Oui, bah, c'est ce que dit Worgen. C'est vrai Oui, qu'on... notamment le western ou les samouraïs. Ça, c'était quelque chose dans l'imaginaire de Lucas qu'on retrouve dans Star Wars et qu'on retrouve énormément dans les différentes séries Star Wars Live qui ont été faites depuis. Mais là, le côté, je sais pas si c'est ça le terme, mais côté un peu mystique, avec justement cette rencontre avec Anakin un peu dans un univers, je sais pas si c'est un univers parallèle, mais ça c'est quelque chose qui est très développé par Filoni, et on y reviendra après avec les sorcières, etc. Mais tout cet aspect mystique, c'est vraiment le credo de Filoni qui a développé ça de manière vraiment importante dans les séries animées. La mythologie en fait Ouais. de Star Wars, tout à fait. Et là, justement, c'est introduit dans ces séries en live, donc plutôt de manière réussie, quoi. Et là, avec Ahsoka, on en a beaucoup. On a les dieux de Mortis, on a le monde entre les mondes, on a donc les Sœurs de la Nuit. On a quand même beaucoup de choses. Et puis le fait qu'il y ait une autre galaxie, ça c'est quand même une sacrée nouveauté dans Star Wars. Enfin, une nouveauté. Ça c'est déjà quelques vues, mais en tout cas en live, ou en visuel, c'est la première fois qu'on le voit. Et bah du coup, on va enchaîner. Alors, vu que tu as énoncé les sorcières, en parlant de Throne et des sorcières justement. Et du coup, ça, je vais laisser la parole à Fabien. Yes. Bah, clairement, Throne, c'était sans doute la motivation première pour la plupart des fans de la série de regarder des fans de Star Wars, pardon, de regarder Ahsoka. C'était même pas de revoir Ahsoka, puisque Ahsoka on l'avait déjà revu à 2 reprises. Dans l'incarnation de Rosario Dawson. Donc là, vraiment, l'attrait et les attentes de la plupart des fans, c'était de voir ce personnage. Alors pourquoi ? Parce que le profane de Star Wars pourrait avoir du mal à comprendre. En gros, Throne, c'est quand même un personnage qui a 30 ans, même un peu plus maintenant, 32, comme votre serviteur. Il a été créé par quelqu'un qui s'appelle Timothy Zahn, qui est un auteur de romans bien connu dans l'univers de Star Wars notamment.
Très C'est prolifique. très prolifique, ouais. Alors son œuvre première et sans doute la plus connue encore à ce jour, c'est une trilogie de romans qui s'appelle La Croisade Noire du Jedi Fou. C'est sorti entre 91 et 93, donc il y a l'héritier de l'Empire, la bataille des Jedi et l'ultime commandement, et donc le grand méchant de cette saga qui se déroulait dans l'univers légende après le retour du Jedi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand les lecteurs avaient le livre entre les mains pour la première fois, c'était la suite, en gros, des films Star Wars qui étaient sortis au cinéma, des 3 films. Depuis, vous le savez, ça a été sorti du canon officiel, puisque on a créé des nouvelles œuvres audiovisuelles qui sont venues remplacer tout ça. Mais c'est quand même une œuvre fondatrice, et pour preuve, puisque ce personnage-là, il a été repris dans l'univers officiel. Donc Thrawn, c'est un Chiss, c'est comme ça qu'on nomme son espèce. Alors j'ai appris en faisant des recherches pour cette émission que son vrai nom c'était Mitro Nuruodo. Voilà, j'ai pas lu le roman dans lequel c'est nommé, c'est la dernière trilogie, je pense, qui raconte sa jeunesse. Ouais, l'ascendance. C'est ça. Mais donc dès le premier roman du nouveau canon, hein, Palpatine l'appelle comme ça. Ah bon? Oui, c'est évoqué dès le premier roman. Tout à fait. D'accord, tu vois, j'ai quelques romans à rattraper. Donc c'est un officier de Chiss d'abord qui devient ensuite grand amiral de l'Empire. Donc il n'est pas forcément cruel comme va l'être Vador, à étrangler les gens, etc. Lui, sa force, si je puis dire, c'est son cerveau, son intelligence. C'est un grand stratège. En fait, il va se poser en silence et analyser la situation avec les forces de son armée, les forces et les faiblesses de son ennemi. En fait, voilà, comme un joueur d'échecs avisé, il va réussir à trouver la petite pirouette, le petit mouvement qui va lui permettre de gagner, parfois dans le triomphe, mais parfois aussi par la petite porte. La seule chose qui compte finalement, c'est de gagner, avec un certain cynisme et une certaine froideur. Donc je disais que Thrawn avait été réintroduit dans l'univers officiel. Alors ça a été le cas dans une série dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, qui est Star Wars Rebels. Il était apparu dans la saison 3, et donc il avait déjà croisé finalement la route de certains personnages qu'on a évoqués jusqu'alors. Il avait évidemment affronté notre petite équipe du Ghost. Et justement, à la fin de Star Wars Rebels, sans révéler tout ce qui se passe dans la série, eh bien, il va disparaître en même temps que Ezra. Tous les deux sont emportés par les Purrgil, donc ces grosses baleines de l'espace, qui voyagent dans l'hyperespace. Et donc voilà, ils avaient disparu, on savait pas trop où ils étaient, et donc là, dans Ahsoka, on le retrouve. On le retrouve sur cette planète Peridea, qui est dans une autre galaxie, donc comme on le disait à l'instant. Et finalement, sa seule obsession désormais, c'est de se tirer. C'est de revenir dans sa galaxie d'origine pour venir reformer finalement l'Empire. Je sais même pas d'ailleurs si son envie c'est de reformer l'Empire, puisque en soi, quand il part, l'Empire existe toujours. Mais en tout cas, sans doute pour être de nouveau fort, et on le voit d'ailleurs, il a entretenu son armée, il a profité des sorcières dont on va bientôt parler, qui sont sur Peridea pour posséder une certaine puissance et pouvoir revenir dès que la première occasion se présente. Et donc il y parvient. Alors globalement, bon, il fait pas preuve, je trouve, dans cette série. Après, il apparaît que dans quelques épisodes. Il fait pas preuve de vraiment toute la puissance du personnage, de tout le background, de tout ce dont est capable Thrawn dans les romans. On peut être un peu frustré. Je pense que ce qui a été souhaité par Filoni, c'est peut-être de faire monter la sauce assez progressivement, pas forcément de tout montrer dès maintenant. Je pense que c'est un teaser un petit peu pour Thrawn, en fait. Exactement, puisque on peut quand même penser que ce sera lui l'antagoniste du film de Dave Filoni, qui est censé un peu clôturer le Mandoverse, ou en tout cas servir de
climax à tout ça. Donc on verra bien. Mais juste pour signaler, donc Thrawn, il est ici interprété par Lars Mikkelsen. Le nom, il vous dit sûrement quelque chose, puisque c'est le frère de Mads Mikkelsen qui jouait Galen Erso dans Rogue One. Et donc en fait, c'est pas la première fois qu'il joue le personnage, puisque c'est lui qui faisait la voix de Thrawn dans Star Wars Rebels. Donc il connaissait bien le personnage, mais il réussit tout à fait la transposition en chair et en os, je trouve. Il est très froid. Voilà, ce petit sourire qu'on voit sur l'image, sourire absent, mais néanmoins présent, plein de... Je sais même pas si c'est du sadisme ou une espèce de satisfaction cynique, mais voilà, ça marche plutôt bien, et la voix est excellente. Sa voix est toujours nickel, donc ça marche plutôt bien. Je m'arrête peut-être là avant d'enchaîner sur les sorcières tout à l'heure. Que ce soit en VO ou en VF, d'ailleurs, sa voix, elle est très bien, je trouve. Donc je sais pas, vous, Ouais. qu'est-ce que vous avez pensé de son retour à Thrawn? Déjà, moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport au fait qu'il va y revenir dans la galaxie principale, on va dire. C'est qu'il a aussi un autre intérêt, Thrawn, c'est qu'à la base, s'il a accepté de servir l'Empire, c'est pour des motivations personnelles par rapport à l'ascendance 6. Et qu'il s'inquiète plus, je pense, pour l'ascendance 6 que pour l'Empire en lui-même. Peut-être. C'est aussi pour ça qu'il veut revenir, je pense. Et j'espère d'ailleurs, parce que ça, malheureusement, on l'a vu que dans les romans. À aucun moment dans la série Rebels, on a parlé de l'ascendance 6. On sait juste que c'est un 6. Ça, j'espère que c'est quelque chose qu'on va plus voir dans la suite, parce que c'est central au niveau des romans, des 6 romans maintenant dans le canon, dans le nouveau canon qui sont sortis. C'est assez central, et j'espère qu'on va retrouver ça dans la suite. Et je pense que oui, à mon avis, évidemment, il va servir l'Empire, enfin en tout cas les vestiges de l'Empire, mais je pense qu'on va parler de l'ascendance 6. Ouais, comme toi, je suis un peu déçue sur le côté stratège, hein, finalement, à part aller me googler Ahsoka, histoire de savoir qui c'est. Il n'y a pas eu beaucoup de stratégie, donc c'est un peu frustrant. Maintenant, comme tu dis, c'est peut-être aussi pour s'en garder sous le coude sur le long terme. Mais en effet, côté réalisation, côté acting, c'est parfait. Donc, on leur pardonne, on va dire. On sent la froideur du perso, quoi. C'est qu'en fait, il s'en fout de comment ça. Par exemple, quand il sacrifie ses soldats, c'est pas grave, ça fait partie du plan, quoi. Sacrifier un pion pour tuer le roi, quoi. Donc, Même si ça, c'est pas vraiment la stratégie de Thrawn à la base non plus. Dans les romans, justement, il essaye le plus possible d'économiser ses hommes, pas pour leur survie, on s'en fout, mais parce que il peut garder du nombre, il peut garder des ressources derrière. Donc il essaye d'être toujours très économe. Là, c'était pas forcément le cas, mais bon, après, comme il sait qu'il va partir, peut-être que bon. Après, il en sacrifie pas tant que ça non plus, hein. Justement, à un moment, il dit deux mecs, c'est pas grave. Tout à fait. Et en plus, quand ils sont transformés par les sorcières, on va en parler en quelques instants, c'est sur la base du volontariat. Et ça, c'est beau. Il dit bien, ils savent quel sacrifice ils vont faire. Tout à fait. Un bon chef d'entreprise. Exactement. Le manager modèle. Et pour la stratégie, je voulais revenir. Elle ne nous a pas montré énormément ses talents de stratège, mais en même temps, est-ce que le contexte s'y prêtait vraiment? Et lui, c'est vraiment une stratégie militaire. Là, il n'y avait pas de bataille. On était à la chasse à l'homme, plutôt sur une chasse à l'homme. Donc, bon, j'espère, effectivement. Moi, ça m'a pas tant choqué, parce que moi aussi, j'attendais beaucoup du stratège. On l'a pas beaucoup vu, mais moi, je pense que on va en voir plus dans la suite, justement. Maintenant, si dans la suite, par contre, c'est pas fou, ouais, ce sera dommage. Mais non, là-dessus, je garde confiance, et ça m'a pas choqué, vu le contexte dans lequel se passe la série. Ça m'a pas choqué, plus que ça, j'avoue. Ouais, il faudra qu'il le montre, hein, parce que, à part les fans qui connaissent Thrawn des bouquins, le grand public, finalement, il s'en fout, hein. Donc il va falloir qu'il soit consistant en soi dans les séries, dans les films, hein. Obligatoirement. Ouais, après, ça reste quand même une bonne introduction au personnage pour Oui, ceux qui ne le connaissent pas forcément. On voit quand même les prémices de ce qui peut, alors peut-être pas niveau stratégie, mais
on voit quand même que c'est un chien. On sait ce qu'il veut vraiment et qu'il va tout faire pour y arriver, quoi. Mais ils auraient peut-être pu marquer le coup quand même un peu plus parce que quand ils pensent dans la saison 3 de Mando, ils arrêtent pas de teaser son retour. À la fin, enfin vraiment, c'est la grosse menace, etc. Et enfin d'ailleurs dès la saison 2 en fait. Et là, enfin voilà, on le voit, ok, on a compris, mais je sais pas, il aurait pu peut-être faire un truc hyper froid, hyper cruel dès son apparition, et comme ça, ça aurait marqué le coup. Et là, le spectateur se dit, ah ok, ce gars-là, bon, faut pas déconner, c'est vraiment une menace, et c'est la menace en lettres capitales de ce contexte-là, de cette petite saga du Mandoverse, quoi. Après, on l'a un petit peu quand Terra, elle passe au tribunal où elle parle que, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, elle parle de Thrawn à ce moment-là, qu'elle dit qu'il est en train de revenir, puis les autres, en fait, oui, non, c'est pas possible, il n'existe plus, quoi. On n'a Ouais, mais plus de nouvelles depuis. tout ça, c'est des on-dit, c'est par procuration, justement. Là, on connaît la légende un petit peu au travers, justement, de ce que tous les personnages peuvent dire, mais on n'a pas vu, nous, spectateurs, en personne, finalement, Thrawn faire un truc vraiment abominable ou Bah, cruel. après, moi je trouve, c'est déjà le cas dans les romans et je trouve dans Rebels également, Thrawn c'est pas un personnage forcément cruel. S'il fait peur à tout le monde, Non. c'est pas parce qu'il est cruel ou qu'il fait des actions terribles, mais c'est parce qu'il gagne tout le temps. Ouais, En fait, mais et c'est pour ça qu'il fait peur parce qu'il gagne. Bon là, là en l'occurrence, il justement, gagne pas vraiment, mais il faudrait bah, c'est ça, en fait, voilà, c'est ça. Il faudrait voir, en fait, c'est pas la cruauté, effectivement, c'est plutôt le cynisme, la froideur, vraiment, et là, OK, et la il est réussite, froid, il de parle ses avec sa actions. voix, machin comme ça, mais je sais pas, là, sa fuite, c'est presque une fuite à l'arrache, quoi, enfin, et puis, il y a quand même un mec dans sa soute. Oui, d'ailleurs Enfin ça on en reparlera encore Ouais, après, ça, c'est mais le problème que j'ai trouvé en fait avec Thrawn, voilà, c'est que normalement c'est quelqu'un qui gagne à tous les coups et on nous pressent que s'il va faire peur à la galaxie, c'est parce qu'il va gagner et qu'il va reformer l'Empire et là il commence par une défaite. Bon, disons que c'est une présentation du personnage un peu particulière, on te dit c'est un gagnant, il va tout gagner, mais il commence par perdre. Après il et perd sans perdre non plus. C'est un peu ouais, le mais tu as des possibilités de narration, enfin, il y a quand même pas mal de films et tout, qui jouent là-dessus, où, tu as l'impression que tout est perdu ou, tout est gagné pour un personnage et en fait, bah, bim, il arrive à ses fins et après derrière tu comprends, toutes les pistes qu'il a lancées pour, arriver justement à son objectif et en fait, ils auraient pu partir sur quelque chose comme ça pour, Thanos, enfin comme Thanos par exemple. Oui. ouais, Oui, ouais, ouais, ouais. oui, Mais oui, dans oui, Rebels, si on veut. c'était un peu mieux décrit, je trouvais. Enfin, il y avait toute l'histoire Mmh. qui se renseignait sur Hera, sa Mmh. famille, le Kalokiri. Alors, il y avait cet aspect où il se renseignait sur la culture pour comprendre les Ouais, gens. c'est ça. Ça, c'est Oui. quelque chose qui est vraiment très marquant de ce personnage dans les livres Mmh. et qui avait bien été reproduit dans Rebels. Je pense qu'il n'aurait pas fallu grand-chose qu'ils disent juste ah, mais Ahsoka, c'est une Togruta, mais c'est pas une Togruta de la planète principale, donc ils réagissent plutôt de cette façon-là. Un tout petit truc où, à quel âge elle a commencé à être Jedi, donc en fait tel enrôlement, ça a cassé telle chose. Enfin, une phrase, et on comprenait qu'il essayait de comprendre la psychologie des Alors, autres. Mmh. il l'a fait cette phrase en C'est ce l'occurrence, que j'allais puisqu'il dire. demande des renseignements sur Ahsoka et Ouais. notamment il apprend qu'elle a été l'apprentie D'Anakin. Anakin que connaît bien, Mmh. Thrawn. Donc du coup, il dit: «Ah, bah, alors déjà, je sais quelle tactique elle va employer». Mais je suis d'accord que c'est un petit peu trop en surface, c'était trop lisse. Ouais, puis c'est Donc pas ça très y est, cet subtil. élément, mais Mmh. voilà, c'est pas très subtil, C'est léger, effectivement. quoi. Et oui, on est d'accord. C'est un peu, le cahier des charges, OK, on fait un Ouais, truc c'est assez ça. vite fait et on Mmh. coche la case, quoi, mais c'est pas On met la case Anakin et puis, et du coup, bah, Thrawn, il est accompagné de eh oui. 3 charmantes, demoiselles. Ouais. Ouais, parce que pour le coup, il est assez malin, et bah, voilà, il sert toujours son objectif et donc il va se trouver des alliés, de circonstance et donc en l'occurrence, là, ce sont, 3 sorcières, très charmantes, qui sont donc des sorcières d'Athomir. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui a été bien développé dans les séries animées. Donc en gros, les sorcières, de Dathomir, elles vivaient sur la planète, du même nom, et donc elles sont spécialisées dans la magie noire,
grâce à l'icor magique, une énergie surnaturelle qui jaillirait des profondeurs de leur planète. Et donc elles ont malheureusement pour elles perdu face au fameux General Grievous durant la guerre des clones, puisqu'il les a clairement anéantis. Bon, on peut voir que elles ont réussi à s'en sortir. C'est comme les Jedi, hein, on veut les zigouiller, mais il en reste toujours à la fin. Et justement, Ezra et Sabine avaient déjà eu affaire à des représentantes dans la série Star Wars Rebels. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que justement viennent aussi de cette planète Dark Maul et son frère. Savage Opress. Merci beaucoup. Qui sont deux personnages très très cool qu'on voit dans les séries animées. Savage, on le voit pas dans Rebels, on le voit que dans Clone Wars, si je dis pas de bêtises. Clone Wars, ouais. Oui. Donc voilà, donc en tout cas c'est des personnages qui jouent beaucoup avec la magie noire, et donc là elles sont retrouvées par Morgan Elsbeth qui elle-même finalement va être comment dire dans cette mouvance. Et on va les trouver donc sur la planète Peridea dans leur fameuse forteresse datomirienne. Et donc elles sont associées avec Thrawn et avec Elsbeth. Elles ont décidé de l'aider à se barrer de là. Et donc elles vont tout faire pour ça, quitte justement, donc on l'a dit tout à l'heure, à ressusciter des Stormtroopers qui vont s'animer un peu comme des zombies. Donc ça, c'est aussi un élément assez sympa de la série, justement, c'est ces introductions de choses mystiques, mythiques, surnaturelles. Enfin, surnaturelles, tout Star Wars l'est un peu, mais là ça sort vraiment de ce qu'on voit dans les films, donc c'est assez plaisant en tant que spectateur de voir ça. Et pour le coup, je trouve qu'on retrouve bien ce qu'on voyait dans les séries animées avec leur façon de parler, là, avec les voix qui se mélangent. Enfin, je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est assez sympa. Et voilà, je trouvais que c'était plutôt bien fait dans Ahsoka, et assez plaisant, même si peut-être que là encore, elle manque un peu d'introduction pour le grand public. Il y avait Asajj Ventress aussi comme personnage Ah, elle était géniale. très marquant de Dathomir. Super méchante. Super méchante de The Clone Wars aussi. Ouais. Et pour les joueurs de jeux vidéo, dans les jeux vidéo Fallen Jedi, Fallen Order, il y a également, alors j'ai pas lu son nom là tout de suite, mais il y a également une sœur de la nuit qui est très très bien. Ouais, j'ai plus le nom non plus, mais oui. Mais ouais, c'est vrai que par contre, ceux qui n'ont pas vu Rebels ou Clone Wars, c'est un peu cette partie un peu magie noire, etc. d'Atomir, elle est un peu, elle est pas explicitement. Mais tout le monde a vu les Ewoks quand ils étaient petits, non? Il y avait une sorcière dedans. Eh ben, c'est une sorcière dedans. Oui. Ça a été depuis raccroché au canon, si on peut dire. Je ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce soir, mais je vais préciser quand même, ce n'est pas canonique les Ewoks. Attention. Ça devrait. Ah non, arrête, c'est affreux. Après, non, mais ça reste une œuvre hyper grand public. Oui. C'est comme ça, oui. Après, le problème qu'on peut reprocher à cette série Ahsoka, qu'on pouvait reprocher sur certaines autres séries Star Wars, mais là, principalement sur cette série-là, c'est qu'effectivement, elle s'adresse à un public qui est censé être connaisseur. Donc, comme je disais en préambule tout à l'heure, on peut apprécier la série sans connaître tout l'univers derrière, mais c'est vrai que pour vraiment apprécier cette série à sa juste valeur et comprendre tout ce qui s'y passe, il faut avoir vu beaucoup d'œuvres avant quand même. Ouais, après bon, ça passe, hein. Je pense que je connais quelqu'un qui a pas du tout vu les séries animées, qui a regardé Ahsoka. Qui apprécie. Ça peut pas forcément gâcher son plaisir, ouais. Tout à fait. Et au contraire, même ça peut même être une porte d'entrée pour aller voir les autres œuvres derrière, justement. Ah, totalement. Tout à fait.
Par contre, il y a quelqu'un qui dit que les Ewoks, c'est le film Star Wars préféré de Céline. Je dément totalement cette information. Ah, t'as le droit, hein. Ça expliquerait beaucoup de choses. On ne juge pas. D'accord, on a fait le tour sur Throne et les sorcières ou on rajoute... Bah, après, ce qu'on peut rajouter, c'est que les sorcières, si elles se sont alliées à Throne, c'est également qu'elles ont un intérêt. Hein. Tous les personnages ont toujours un intérêt. Alors là, on n'a pas vraiment compris. On voit qu'ils transportent beaucoup de caisses pour elles. Ouais, c'est flou quand même. C'est assez flou. On peut supposer que ce sont des corps, parce que ça a l'air d'être comme des cercueils, mais on n'a aucune confirmation. On voit qu'à la fin, quand ils ordonnent de détruire le temple, bon, elles sont un petit peu déçues. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a aucune autre information. Et on va parler justement de la planète Péridea, je pense un petit peu plus loin. Mais il y a beaucoup d'interrogations autour de tout ça. Ouais, mais c'est vrai que Ezra dit Throne a réveillé les sorcières, donc on peut penser qu'elles avaient réussi à se faire une stase et que peut-être dans les caisses, il y a d'autres sorcières en stase. Ouais. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui pourrait être développé dans l'univers étendu. Hein. Franchement, ce serait intéressant de voir un peu ce qui s'est passé au fur et à mesure des années et comment elles ont réussi à survivre et comment, effectivement, il pourrait y en avoir plus. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la première planète que visite, enfin, en tout cas de ce qu'on a l'air de comprendre, la première planète sur laquelle va Throne quand il retourne dans la galaxie, c'est Dathomir. Ah oui. Alors, ce qui fait le taxi pour les sorcières, bon, sûrement, mais il y a quelque chose qui va se développer par rapport à ça. Il doit avoir une petite idée derrière la tête, je pense. Je pense, oui. Bah, lui, il va se refonder là-bas, ouais. Et le personnage de Morgane, elle dit à Throne pour l'Empire, et derrière, elle dit pour Dathomir. Donc, clairement, elle a son propre but à elle pour Dathomir, et ce serait cohérent avec le fait que voilà, ce serait du monde pour Dathomir. Oui, bah pour recréer en fait les Sœurs de la Nuit, quoi. Et les faire redevenir puissantes. Et je pense que Throne, justement, ce qu'il se dit, c'est qu'à côté de ça, il aura une armée de réserve très puissante et qui utilise la magie, enfin, la magie, la force, la magie, et qui pourra lui servir dans sa peut-être guerre future. Ouais, il a peut-être compris que c'était foutu l'Empire quand il est parti, parce que globalement la rébellion était assez forte à ce moment-là. Et il a dû pressentir un petit peu la fin de l'Empire et en se disant bah voilà, je vais devoir revenir peut-être avec moins d'hommes et justement faut trouver des subterfuges pour compenser le manque de personnel. Tout à fait. Et alors là, on va partir un petit peu sur du lore parce qu'on est sur les romans, mais il faut savoir aussi que Palpatine lui avait expliqué ce qui se passerait le jour où il mourrait et de ce que devait devenir l'Empire par la suite, et que Throne, il était dans ce plan de ce qui allait se passer après. Donc je pense que Throne, à ce moment-là, il n'est pas encore au courant que Palpatine est mort, mais il se dit, bon, faut que je sois prêt parce que j'aurai des choses à faire si jamais quand j'arrive, il n'y a plus d'Empire. Donc là, on va pas rentrer dans les détails, mais... Effectivement. Sur les 3 sorcières, elles ont des noms qui reprennent le nom des 3 moires grecs. Et clairement, elles sont en train de jouer avec le destin, hein, puisqu'elles sont capables même de combattre la mort en faisant des zombies. Il y a aussi tout l'aspect fil avec quand elles emprisonnent Sabine, toutes les 3. Et pour la petite anecdote, il y en a une qui est interprétée par Claudia Gray, qui est connue pour Stargate. Pas Claudia Gray. Ah oui. Claudia Gray, c'est l'actrice de roman, en effet. Oui. Pas du tout. Je vais pas retrouver son nom, du coup. Ah Attends. Le temps que vous cherchiez, il y a Ludivine qui a dit dans le chat que personnellement, elle avait commencé Ahsoka et elle a regardé en parallèle des séries animées. On va voir tous les tenants et aboutissants, mais comme quoi on peut apprécier la série même sans les avoir vus. J'ai quelques-uns de mes amis qui ont fait ça, qui pendant que la série était en train d'être diffusée, au rythme d'un épisode par semaine, ont commencé à s'intéresser aux séries animées pour bien comprendre à la fin de la série, toute la série en intégralité. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû faire comme ceci. Bon, et puis c'est vrai que maintenant, avec Disney+, c'est quand même on ne peut plus simple de tout rattraper, quoi. Après, il y a quand même beaucoup de contenu, hein, puisque 4 saisons de Rebels, 7 saisons de Clone Wars ont des saisons à plus de 20 épisodes pour les premières saisons.
Il y a Ça du dure une contenu. trentaine de minutes par épisode, 30 C'est ça. minutes, donc ouais, il y a un peu de, Faut avoir du temps. boulot. Ouais. Ouais. C'est mieux de Mais pas moi, par avoir contre, ça un m'a donné grand envie de me les passage. refaire, les 2 séries animées, ça m'a C'est donné clair. envie de les refaire. Pour tout choper, toutes les références, etc. Ouais, parce qu'on pour oublie vraiment avec bien le me temps. remettre Ouais, dedans carrément. Pardon, mais c'est il faudrait du Claudia temps. Black. D'accord. Donc, Alors, qui qui est cette personne? qui est une actrice de Farscape et de Stargate. Oh là là, Stargate SG1. Ouais. Retour à le futur. Un Le peu gris plus et le d'une black, saison par bon, semaine, mais j'avais du temps. Ouais, oui, si on a du temps, oui. Ouais, ça fait une saison par semaine, quand même. Ouais, c'est 3-4 épisodes par soir, Ouais, à peu c'est ça. près. Ouais, ça fait un bon rythme. Bon, on va enchaîner sur Bayline, Shin et Mortis. Je vais laisser la parole à Céline pour nous énoncer cette partie-là. Alors, Baylan et Shin, ouais, c'est des personnages vraiment assez énigmatiques tout le long de cette série. Donc Baylan, on nous présente comme un ancien Jedi, donc qui aurait probablement fui au moment de la purge, mais qui semble, comment dire, assez... il a des regrets, il dit, d'abord sa padawan, elle a une petite tresse, quand on lui dit, bah, faudrait tuer les Jedi, il dit, ah, mais il en reste plus beaucoup des Jedi, donc il est un antagoniste et en même temps pas vraiment. Et puis tout à la fin, quand il est face à Ahsoka, bah, finalement ils décident tous les deux de se laisser chacun vivre son propre destin. Donc c'est vraiment un personnage très très énigmatique. Et il parle aussi de recommencer tout à zéro. Et ça, c'est aussi assez énigmatique. Je pense qu'on en parlera dans les théories sur la suite. On voit que, si tu peux revenir sur l'image d'avant avec Shinati, on voit aussi Shin, elle a le casque à la Jedi aussi. Hein, donc vraiment, ils sont dans la nostalgie des Jedi. Elle, Shin, finalement, elle part vivre aussi son propre destin. Elle reste aussi coincée sur Peridea, mais elle va directement voir les brigands. Donc elle, on sent que elle va devenir sûrement une antagoniste de Ahsoka et Sabine, qui elles finissent avec les Naughty, donc finalement à l'opposé des brigands sur cette planète. Mais Baylan, lui, finit devant 3 statues. Et 3 statues qui, pour ceux qui ont vu The Clone Wars et Rebels, nous font penser au dieu de Mortis. Alors, Mortis, c'est une planète où Ahsoka, Anakin et Obi-Wan atterrissent, et il y a 3 personnes qui vivent sur cette planète. Le père, le fils et la fille. La fille représente le côté lumineux, le fils le côté obscur, et le père un peu la balance, on peut dire. L'équilibre. Ouais. L'équilibre, ouais, entre les deux. Et ils reconnaissent Anakin comme étant l'élu. Ça tourne pas très très bien. Si je spoil, hein, j'y vais. La fille finit par se faire tuer. Son énergie vitale est transférée à Ahsoka. Qui est morte aussi. Ahsoka, parce qu'en fait Ahsoka meurt et ils utilisent justement l'énergie de la fille pour ressusciter Ahsoka. Ah oui, pardon, c'est vrai. Tu l'as perturbé. Pardon. Et comment ? Et
Et finalement, le père et le fils aussi finissent par se battre, ils finissent par mourir. Et depuis, en fait, on a Ahsoka qui est suivie par des morailles, donc les espèces de petites chouettes, qui étaient le compagnon de la fille. Donc clairement, c'était pas juste anecdotique ce transfert, il y a quelque chose qui perdure sur la suite. Et en fait, c'est aussi des personnages qu'on retrouve dans Rebels sur une fresque. Et derrière cette fresque, il y a le monde entre le monde. Donc, le monde entre les mondes, c'est aussi un des aspects mystiques de Star Wars. C'est un espèce de monde en dehors de l'espace-temps où on peut se balader aussi dans des événements passés ou futurs. Et intervenir aussi. Voilà, donc dans Rebels, ils en profitent pour modifier des choses dans le passé. Donc la grande question, c'est Baylan, est-ce que il va aller chercher un monde entre les mondes pour tout recommencer, ou est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi la station de la fille elle est cassée? Est-ce que c'est les sorcières qui l'ont cassée, ou est-ce qu'elle est cassée par le fait que l'énergie de la fille elle a été transférée? Enfin, il y a plein de questions en suspens. Rien que sur cette image, je pense qu'on peut y passer des heures. Et malheureusement, enfin, Ray Stevenson, il est décédé, donc on ne sait pas non plus comment ils vont finir cet arc-là. Il va falloir qu'ils trouvent une pirouette pour finir cet arc-là. Ouais. C'est vraiment un enjeu pour la suite. Ouais, surtout qu'en plus, Ray Stevenson, j'ai trouvé que c'était un excellent acteur. Dans cette série, il avait une prestance qui était absolument incroyable. Et du coup, le remplacer, parce que en toute logique, je pense que ce qui va être fait, c'est de remplacer l'acteur. Ça va être très 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 compliqué de passer derrière lui. Je souhaite beaucoup de chance à son remplaçant, mais ça va être très compliqué. Une autre idée que j'avais, c'était de lui mettre un casque, tout simplement. Mais comment justifier ça scénaristiquement? Et puis bon, c'est un petit peu dommage. Ça va être très compliqué, effectivement. Pourtant, ça va être un personnage majeur de la suite, en toute logique. Donc, simplement l'effacer, de dire bon bah c'est pas grave, on s'occupe plus de lui. Ce serait vraiment dommage. Je trouve personnellement que ce serait vraiment dommage, parce que moi c'est ce qui me hype le plus pour la suite de la série, Ouais, de puis l'univers. comment ça se termine, c'est vrai que, on s'attend à ce que il ait un rôle, quoi. Donc non, Et là, il le arrive plus à simple, Mordor. c'est de le recaster. Est-ce qu'il va jeter l'anneau ou pas? La question est là. On y revient toujours. C'est ça. Mais non, le perso, il est trop avancé dans l'histoire pour être simplement jeté à la poubelle. Et ça va être recasté. Ça va être, extrêmement dur. Des bons acteurs, il y en a faisable, pas mal quand même. Oui. Un gars avec une barbe, ça doit se trouver. Oui. Bah écoute, moi, ma théorie, c'était qu'ils allaient pas le recaster et qu'ils allaient dire que, je sais pas, il était parti peut-être dans un espace-temps sur lequel on n'allait pas forcément s'intéresser, et que Shin allait suivre ses traces, et que ce serait Shin qui reprendrait le rôle qu'il aurait dû avoir. Ouais, c'est une Oui, bonne c'est une solution aussi. possibilité. Ça peut aussi. Ce serait très dommage, mais c'est une possibilité, effectivement. Oui, ça peut être une possibilité envisageable. On verra quand on sera à la saison 2. D'ailleurs, parlons-en un petit peu. Du coup, la saison 2 a été annoncée. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu, vous, sur cette saison 2? Bah, effectivement, il y a cette question déjà de savoir ce qui se passe avec les dieux de Mortis. Pourquoi cette apparition à la fin de la saison 1, et donc pourquoi il y aura surtout vraiment une implication dans la saison 2, mais à voir s'il n'y a pas même une implication plus grande de cette thématique-là dans l'univers Mandoverse, Filoniverse, et avec le film qui doit voir le jour. Est-ce que Thrawn justement va pas essayer de s'associer à des forces qui le dépassent pour gagner? Il y a cet enjeu-là, il y a l'enjeu de l'exfiltration d'Ahsoka et de Sabine.
parce que elles sont encore coincées finalement. Et quand on voit un petit peu l'aventure que ça a été pour trouver cette planète, qui est, rappelons-le, dans une autre galaxie, comment ça va se passer. Et puis scénaristiquement parlant, c'est pas forcément intéressant de refaire les choses dans l'autre sens, qu'Ezra par exemple refasse le chemin pour aller les sauver, tout ça ce serait pas forcément très intéressant à suivre. Après ils peuvent procéder par ellipse aussi, hein. On peut commencer la saison 2 avec justement Ezra qui les récupère et ils arrivent à se sauver dans le premier épisode, tout à fait possible. Mais bon, est-ce que c'est si intéressant que ça? Justement, le fait de les avoir laissés, Ahsoka et Sabine, sur Peridea, ça peut permettre un certain nombre de choses, et peut-être que c'est elles qui vont justement aller explorer avec Shin les implications qu'il y a derrière tous ces aspects mystiques. Ça peut peut-être être ça aussi. Après, sur le rôle qu'Ezra peut avoir, je suis pas sûr que ce soit dans la saison 2 d'Ahsoka qu'on le voit. Je pense que ce sera plutôt dans les autres séries et autres œuvres Star Wars. Enfin, j'imagine les choses comme ça, on le verra peut-être, hein. Parce que bon, il a quand même un lien assez fort avec Sabine, c'est sûr, et même avec Ahsoka finalement. Et ensuite, quel va être le rôle d'Ahsoka finalement par rapport à tout ce qui se passe dans la République, mais aussi avec le Nouvel Ordre Jedi, parce que même si on a dit qu'elle se comportait un peu différemment que les Jedi de la grande époque, elle a déjà croisé la route de Luke Skywalker. Qu'est-ce qui va se passer à ces sujets-là dans la suite? J'ai du mal à le dire, et on parle des problèmes avec l'absence des acteurs. Là, c'est pareil, sur Luke, ils vont pas pouvoir en permanence le faire réapparaître en rajeuni, etc. Systématiquement. C'est quand même un peu compliqué, pas forcément le truc le plus naturel en plus, même si ça a fait des progrès incroyables. On le voyait avec Indiana Jones en juin dernier, mais c'est pas le même budget, et pour le coup, pour une série, ils peuvent pas faire ça systématiquement. Donc comment ils vont faire, quel va être son rôle à elle, voilà, je pense que c'est tout ça qu'on verra, mais je suis bien incapable, à vrai dire, de savoir quelle direction ils vont prendre. Et pourtant, on sait où ça se termine, mais justement, là où ça se termine, on ne voit pas tous ces personnages. C'est ça. Exactement. C'est ce que je trouve un petit peu particulier avec ce qu'ils sont en train de mettre en place avec toute cette histoire, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui a l'air assez fondamental, assez majeur. Le retour de Throne, si on en fait un grand antagoniste, ça va quand même être un jalon important dans l'histoire de cette nouvelle république. Alors, est-ce que ça va être lié d'une manière ou d'une autre avec le Premier Ordre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la prélogie, que ce soit dans les films ou dans les romans ou autres œuvres qu'on a pu avoir, à aucun moment on fait mention de tout ce qui est en train de se passer maintenant. Pourtant, ça a l'air vraiment majeur. Donc, je me demande quelle imbrication ça va avoir effectivement dans l'univers. Là, je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Après, on est quelques années avant quand même. Pardon, excuse-moi, Céline. Oui, on est 20 ans avant, même plus que 20 ans avant. Mais oui, c'est une zone où il n'y a pas énormément de romans. Après, on sait que Filoni, c'est aussi un gros rouleau compresseur. Je veux dire, s'il efface des trucs sur les autres séries, les autres films, les autres livres, il fait pas dans la dentelle, en fait. La continuité du canon, c'est pas quelque chose qui lui parle. Alors, pour aller piocher des trucs chez Legend allègrement, ça, il sait les ouvrir. Mais alors, pour essayer d'avoir une continuité, par exemple, avec le roman Ahsoka ou avec les BD Canon, ça, là, c'est mes personnages, j'en fais ce que je veux. Après, à sa décharge, franchement, ce qu'il efface, c'est quand même des trucs qui sont pas fondamentaux. C'est des petits aspects d'œuvres, certes, ça devrait pas être considéré comme tel, mais d'œuvres qui sont relativement mineures. C'est pas du tout la promesse qui avait été faite lorsqu'ils ont créé l'univers légende, plutôt refourguer dans l'univers légende tout ce qui avait été écrit avant, mais bon, on peut aussi comprendre que en tant que créateur, il ait besoin d'avoir une part de liberté et de pas être sans cesse dans le carcan. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, là. Non, mais t'as raison. Mais bon, de toute façon, clairement,
malgré le fait qu'elle soit décriée par une partie de la communauté de fans, pour le coup, on peut être sûr et certain qu'il va pas réécrire la postlogie. Non. Donc, quoi qu'il Ce qui serait arrive, peut-être pas forcément une mauvaise idée pourtant. Mais ce qui- bon, ça c'est un ouais. autre débat. Bah, avoir une forme de continuité, ça aurait été pas mal, de cohérence. Mais effectivement, clairement, ils vont pas réécrire ça et il devra, dans son cahier des charges, il devra faire en sorte que la fin de son histoire à lui soit cohérente avec le début de la postlogie. Donc, Mais après, pour revenir sur ce que disait Céline, c'est vrai que moi aussi je trouve c'est un petit peu dommage qu'il efface certains éléments du canon pour imposer ses idées à lui. Certes, c'est le créateur des personnages, mais une des forces qu'a eu Disney depuis le rachat pour l'instant, c'est qu'ils ont mis en place un story group pour essayer de veiller à la cohérence de l'ensemble. Et pour l'instant, globalement, ils arrivaient plutôt à s'y tenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de romans et de BD qui sont sortis après l'épisode 8 pour essayer de rattacher l'épisode 7 à l'épisode 8, puis l'épisode 8 à l'épisode 9. Ça y arrive avec plus ou moins de succès, mais globalement, on garde quand même un ensemble qui reste assez cohérent. Et je trouve ça un petit peu dommage que Dave Filoni, tout aussi bon qu'il est, il n'y a aucun souci, arrive et dise oui, mais ça non, on va faire comme ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage et ça casse le travail de beaucoup d'autres personnes autour en fait. c'est un peu frustrant. Mais est-ce que ce serait pas finalement le point commun qu'il partage avec son père spirituel? Effectivement. Effectivement. Oui, mais George Lucas avait quand même nettement plus de légitimité à le faire. Oui. Ouais, Là, en après, l'occurrence, si lui disait c'est mes personnages, je fais ce que je veux, effectivement, c'est lui qui a créé Star Wars, il fait vraiment ce qu'il veut. Aujourd'hui, il reviendrait et dirait on va faire autrement. On l'écouterait de toute façon, mais ouais, Dave Filoni, bon. ah, il a été nommé par le père, hein. Mais bon, je dis ça avec beaucoup de provocation évidemment, mais non, c'est un peu frustrant, surtout que ce qu'on peut voir, c'est que globalement les changements qu'il fait, ils sont pas forcément hyper fondamentaux, quoi. C'est surtout ça. Encore, tu changes parce que vraiment tu as besoin de faire en sorte que ton histoire soit cohérente et tout, pourquoi pas. Mais souvent c'est du micro détail et donc à part franchement faire le poil à gratter des fans qui sont attachés aux œuvres des romans, des comics, globalement ça sert pas à grand chose. C'est vrai. Et bah, de toute façon, on aura juste à attendre la saison 2 pour savoir pour avoir la réponse à notre question, de toute façon. Ouais, mais c'est pareil. On aura sûrement des questions qu'on se pose aussi dans d'autres séries de cet univers. Franchement, ce que va devenir Ezra, moi je suis presque sûr que ça va se voir ailleurs. Bon, le destin d'Ahsoka en elle-même, ça devrait être dans Ahsoka saison 2. Mais bon, quand on voit. Si on regarde le même nom, en toute logique, oui, mais. Voilà, quand on voit quand même ce qui s'est On n'est passé pas à l'abri d'un dans Mando Book qui of Boba arrive Fett. pour la chercher, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, il est tranquillou là sur sa petite planète avec son fiston. Il se fait un peu chier. Tiens, et si Oui. j'allais dans une autre galaxie pour aller sauver une fille que j'ai croisée? Bah, C'est ça possible. pourrait avec Sabine qui est. On pourrait recoller sur ça. En plus, avec Grogu qui maîtrise la force, on pourrait avoir quelque chose sur le développement de ses talents. Bon. On part loin là. Ouais, Mais tout ça est possible. pourrait. Bon, j'aimerais bien faire par contre, avant de finir, une petite comparaison entre l'animé, donc Star Wars Rebels et Clone Wars, et le Alors film. moi, je voulais juste revenir. Est-ce qu'on peut faire un point sur les séries futures à venir? Parce que apparemment oui. la saison 4 de Mandalorian, bon, elle est un petit peu en suspens de ce que j'ai compris. Donc il va y avoir une saison 2 à Ahsoka. Il va y avoir une saison 2 Obi-Wan, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu décorrélé d'Ahsoka. Alors, je suis pas sûr. Hein. C'est pas confirmé, je crois. Hein. Non. La saison 2 de Obi-Wan? Ouais. Non, et à vrai dire, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas confirmée encore, tout à fait. Et oui, je suis assez d'accord aussi. Ouais, ils ont dit qu'ils se laissaient la possibilité de le faire. C'est vrai. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce serait lié du coup à ce qui est en train de se passer dans le Mandoverse. Donc au niveau du Mandoverse, la suite en fait. Bah, à part le film de Dave Filoni, la peut-être saison 4 de The Mandalorian et la saison 2 d'Ahsoka, on a quoi? Il y a Skeleton Crew qui devrait être la prochaine. Oui. Mais bon, ça devrait. Quel sera le lien concret avec tout ça, je sais pas. Mais donc ce serait une sorte de Stranger Things Star Wars avec une petite bande de gamins. J'ai cru comprendre les Goonies dans l'espace apparemment. Ouais, bah, voilà. Donc le lien avec Ahsoka. Ben moi, je pensais qu'ils allaient peut-être tomber sur une sorcière de Dathomir. Ah, c'est possible. Hein. C'est possible. Pour le coup, ça marcherait bien.
Une sorcière avec les Goonies, ça marcherait pas mal. Exactement. Ça, Voilà. ça fait l'aspect un peu, comment dire, irréel de Stranger Things. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Ah, ce serait très cool. Ah ouais, pour le coup, ouais. Je suis assez fan. Donc il y a ça. Je pense quand même qu'il y aura Mando. Alors j'ai lu cette semaine, je sais pas ce que ça vaut, hein, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais que dans la saison 4, on aurait toujours Mando masqué puisque Pedro Pascal serait pris ailleurs. Donc ce serait pas forcément lui à l'intérieur de l'armure. Bah, comme d'habitude, en fait. Comme, oui, il fait surtout la voix. Hein, donc. Bah, dans la saison 3, c'était le cas à 100%. Après, dans les 2 premières, il était un peu plus dans le costume. Mais là, clairement, récemment, ouais, très peu. Mais à part ça, non, c'est vrai que c'est assez flou. Et pour le coup, il y avait la série dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été visiblement abandonnée. Mais on a très peu de visibilité. Après, peut-être que Lucasfilm est un peu plus prudent aujourd'hui pour annoncer ses futures œuvres, puisque quand ils annoncent une pelletée de films, ils sortent jamais. Donc maintenant, on sera peut-être un peu plus au courant au compte-gouttes que ce qu'on a pu être jusqu'à présent. Après, on aura peut-être aussi un ralentissement du nombre de sorties, parce que jusqu'à présent, c'était assez soutenu. Celle le confirme. De toute façon, déjà, comme pour Marvel, ils vont réduire la voilure à ce niveau-là, effectivement. Donc finalement, les choses vont prendre plus de temps. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'aboutissement de tout ça, ça devrait être la sortie du film de Filoni, mais là aussi, on n'a pas de date confirmée ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs dates dans le calendrier de sortie ciné de Disney pour des films Star Wars, mais je crois que le premier, c'était censé être celui avec Rey. Ouais. Même si ça non plus, c'est pas confirmé officiellement. Donc, wait and see. L'avenir nous le dira. Et je voulais revenir sur une dernière chose d'ailleurs. Il va y avoir un film sur la création de l'Ordre Jedi aussi, qui va revenir longtemps en arrière. Et je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un lien. Je ne pense pas que ce sera le cas du tout, hein, ça c'est une théorie. Mais parce que Bélan, à un moment dans la série, il évoque l'idée de revenir aux origines de l'Ordre Jedi et de faire les choses différemment, justement. Maintenant qu'ils ont eu le recul nécessaire, de revenir dans le passé, notamment, il ne le cite pas, mais on comprend que c'est un petit peu grâce au monde entre les mondes, et de peut-être reformer l'Ordre Jedi d'une autre manière. Alors je ne pense pas qu'il y aura un lien avec le film sur la jeunesse de l'Ordre Jedi, mais peut-être qu'on aura 2 histoires en parallèle par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant à voir. Sur Pourquoi justement pas, hein. comment a été créé l'Ordre tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on le connaît, et comment Bélan le fera pas, je pense non plus, mais comment est-ce qu'il aurait essayé de faire. Ça pourrait être intéressant à voir. D'un côté, à la télé, de voir Bélan et son rêve d'ordre, et de voir le vrai Ordre Jedi, comment il a été fondé au cinéma. Ce film, il donne très envie. C'est James Ouais, Mangold, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est celui que j'attends le plus des 3 projets annoncés pour l'instant. Moi aussi. Ah, ça donne envie. Hein. Parfait. Donc la petite comparaison entre la série animée et live. On va commencer. Je vous laisse. Ouais, pour le coup, franchement, c'est très réussi, je trouve. On retrouve tous les personnages qu'on avait dans les séries animées. Visuellement, il y a pas de. C'est très fidèle, très fidèle. À aucun moment on est dépaysé, hein, franchement. Non, parce que là on voit Sabine, c'est reste. C'est assez bluffant même. Dès le début, quoi. Cette ressemblance est assez bluffante. Enfin, le design est vraiment respecté. On sent que Dave Filoni c'est vraiment un passionné, qu'il respecte vraiment l'œuvre à fond et qu'il veut faire. On le voit d'ailleurs dans l'épisode 5, par exemple, voilà, on va parler d'Anakin et notamment de toute la période Clone Wars qui est vraiment reproduite de manière très 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 fidèle à la série animée. Non, mais c'est bluffant. Les détails de chaque personnage ont vraiment été bien. Un peu, Ezra qui récupère une barbe, mais vu que ça fait. Après, déjà. Ça fait 15 ans quasiment depuis. C'est ça. Déjà dans Rebels, à la fin, il est un peu plus, plus grand que ça. Ouais. Mais il a une petite barbe d'ailleurs, je crois, aussi à la fin de Rebels. Non. Il a pas un petit duvet. Dans Rebels, on voit son père et son père a une barbe comme ça. C'est vrai. Oui. Et ils lui ont fait les mêmes yeux aussi que dans la série.
Mais voilà, donc Et Ezra, pour le coup, vraiment, on le voit pas énormément dans Ahsoka, mais on le voit quand même suffisamment pour apprécier toujours son petit côté espiègle et sa profonde gentillesse qui vraiment, pour le coup, passe par ses yeux. Enfin, on retrouve vraiment, je trouve, le même personnage. Moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup et là, clairement, alors pourtant, il a donc c'est un acteur différent et il a X années de plus. Et franchement, à aucun moment on se dit c'est pas lui. Non, c'est naturel en fait, c'est super naturel. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous les personnages. Ça, c'est assez réussi et effectivement, comme tu disais Renaud, on voit que Filoni il connaît ses personnages. Hein. C'est lui qui les a créés et là ça passe nickel. C'est assez chouette. Et on a également Zeb. Alors lui, il était pas dans Ahsoka pour le coup. Ouais. On le voyait dans Mando, il faisait une petite apparition assez courte et pareil, assez réussi, visuellement en tout cas, très réussi. Et ça servait un petit peu à nous teaser sur le reste du Ghost, de l'équipage du Ghost, justement, dans Ahsoka. Ouais, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il fasse pas partie de l'équipe avec Hera de pilote. Enfin, c'est vraiment un raté de pas avoir intégré Zeb dans cette série. Je pense que c'est pas une question de budget, à mon avis, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il faut pas qu'il nous fasse comme dans la post-logie, où à aucun moment on a réuni ensemble Leia, Han et Luke. C'est vrai. C'était prévu à la base, mais il y a eu tout un tas de complications. Non. Non, parce que Han il est Solo, mort. quand même. Oui, voilà. Mais justement, à la base, au début, quand ils avaient prévu l'épisode 7, il était pas censé mourir, Han Solo. À la première écriture du scénario. Oui, mais alors là, tu remontes... Oui, je remonte aux origines de la postlogie. Hein. Mais au tout début, il était prévu que dans l'un des 3 films, ils se retrouvent tous les 3. Bon, après, l'acteur de Han Solo, donc Harrison Ford, lui a voulu que son personnage meure, puisqu'il voulait déjà qu'il meure dans l'épisode 6. Donc, cette fois, Disney a dit, ok. Leia, malheureusement, l'actrice est décédée, donc compliqué. Mais c'est vrai que c'est dommage, du coup. C'est vraiment dommage. Et on a également quelques petits easter eggs aussi dans la série, qu'on va parler un tout petit peu. Donc déjà, pour commencer, Anakin Aidez-moi, j'ai plus le nom en Force Ghost. Voilà. Fantôme de Force. Voilà, Fantôme de Force. Donc, pas de surprise, on le voyait du retour du Jedi dans la version de 2004. Alors ici, on voit mal. Je vais vous en parler un petit peu. Ouais, c'est Kanan qu'on voit dans le cockpit du Ghost. Ah oui. Et en fait, c'est une photo de l'acteur Freddie Prinze Jr. Qui faisait la voix de Kanan. D'accord. Et bien évidemment, c'est 3PO. Avec... alors même si on n'entend pas sa voix, évidemment, et... de Leia. Le bon Anthony Daniels qui quand même est dans une œuvre Star Wars supplémentaire, lui qui a déjà joué dans tous les films. Yes. Ouais, mais qu'est-ce qu'on l'aime notre C3PO. Il est fantastique. Oui, il est tout doré comme ça. Et il est apparu dans toutes les œuvres de Filoni d'ailleurs, puisqu'il apparaît dans Clone Wars, il apparaît dans Rebels, donc là on le retrouve dans Ahsoka. Donc je pense que Dave Filoni aime beaucoup ce personnage. Il est dans Obi-Wan aussi. Tout à fait. Oui. Bon. Dans Mando. Il est pas dans Andorre aussi? Je sais pas. Dans Andorre. Dans Andorre, ça me dit... Dans Andorre, ça me dit rien. Ça me dit rien non plus, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur... Parce que c'est pas une série de Dave Filoni. Pardon. C'est pour ça. Ah, mais Obi-Wan non plus. Non. Ouais. Alors du coup, il n'y est pas non plus. Scénariste, je me souviens plus. Je crois qu'il a un peu touché Dave Filoni à Obi-Wan, mais par contre, Andorre, il n'y a pas touché du tout. Non, mais même Obi-Wan, il n'y a pas touché. Il n'y a pas touché? Non. C'est la showrunneuse qui a fait du Mando. Peut-être ça. C'est Deborah Chow. Alors, elle est réalisatrice. Je suis pas sûr qu'elle ait écrit. Qui a écrit cette série
Non, mais sur Obi-Wan, elle est showrunneuse et elle était réalisatrice sur certains épisodes de Mando. C'est ça que je De veux dire. Mando, ouais, tout à fait, oui. T'es sûr qu'elle est showrunneuse? Ouais. Ouais, il va vérifier, mais à mon avis. Créateur, c'est Hossein Amini et Joby Harold, de gens que je ne connais pas. Scénariste, ouais, ça ne me parle pas non plus. Bon, elle est productrice exécutive, hein, comme McGregor, et puis après Kathleen Kennedy, comme d'habitude, et des pontes de Lucasfilm. Bon, en tout cas, de toute façon, c'était pas terrible tout ça. Oh, il y avait des bons côtés quand même. Non, il y avait des belles choses, mais bon, dans l'ensemble, on en retire surtout du négatif, je trouve. Hein. Mais il y a des bonnes choses. Ouais, non, il y a des bonnes choses, et puis le plaisir de retrouver certains personnages est clairement intact. Ça, il n'y a pas à dire. McGregor, il est super. Même l'enfant qui joue Leia, elle est franchement super. Oui. Retrouver Dark Vador, ça fait toujours plaisir aussi. Ouais, ça c'est plutôt réussi. Visuellement, il y a des trucs sympas, le casque, etc. Mais bon, était-ce nécessaire? Oui. Juste pour la nostalgie. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la série Ahsoka? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a bien... C'était bien globalement. On a cité quelques défauts, mais je pense qu'on a quand même bien aimé. C'est un plaisir de revoir ces personnages des séries animées. Ça fait avancer le schmilblick de la saga Star Wars vers des horizons assez peu vus, ou pour pas dire jamais vus en live action. Et donc ouais, c'est plutôt dans le haut du panier, je dirais, des séries Disney+. Donc c'était bien, ouais, c'était bien. Et c'est une série qui a vraiment beaucoup de promesses pour l'avenir. Parce que donc on a l'histoire de Bell & Skull d'un côté, de Shinati, de Sabine et Ahsoka, de Ezra, de Throne. On a beaucoup de sujets à aborder en saison 2 ou dans d'autres œuvres par rapport à la fin de cette série. Donc. Et ben on se retrouve quand on aura fini, quand la saison 2 sera sortie pour en débriefer. Si je pense qu'on aura le temps, parce que je crois que le tournage il est très loin de commencer Oui, encore, oui. avec la grève qu'il y a eu en plus, bon, tout est retardé. Mais là en attendant, on a Skeleton Crew qui va arriver, je crois, en 2024. On va avoir, je sais plus si elle sort cette année ou si elle sort l'année d'après, mais The Acolyte. Ah, alors celle-là, on l'attend. Ouais. Elle, pour le coup, elle va explorer une période encore jamais vue dans Star Wars. Donc ça va être très très intéressant. Enfin, jamais vu jusqu'à les jeunes Jedi, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, les aventuriers là. Oui. Est-ce que c'est canon ça? Ah oui. Oui, c'est canon. Oui. J'ai pas regardé encore. On a dit que les Ewoks étaient canons. Donc... Mais non. Alors ça l'est pas. Défends pas mes paroles. Ça l'est pas, mais par contre, les jeunes Jedi, nos là, cœurs, ça l'est. En tout cas, c'est cohérent avec les romans de la Haute République. Qui sont canons. De fait. Parfait. Un petit peu en retard d'ailleurs, je rattrape mon retard sur la Haute République, mais c'est de très bonne qualité en tout cas, effectivement. Moi aussi, j'ai pas commencé la phase 2. Parfait. Et ben, je vais vous remercier tous les trois de m'avoir accompagné dans ce live. Merci à toi. Merci à vous pour cette expertise. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain live. Mais d'abord, je vais vous dire où vous pouvez nous retrouver. On n'est pas disponible que sur Twitch. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, du coup, sur Spotify et Deezer pour écouter et réécouter nos playlists et nos podcasts. Il faut savoir que maintenant, on a 2 chaînes de podcasts. Donc, on a Chronique Disney, le podcast, avec les épisodes patrimoniaux avec montage, excusez-moi. On a Chronique Disney, le live, qui est la captation audio de certaines émissions Twitch, dès lors que la qualité de l'émission est jugée acceptable pour être diffusée en audio. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, X, Threads et Blue Sky. Sur Instagram avec notre fil 100% parc et destination Disney, donc Twitch, avec les lives toutes les 2 semaines. Le prochain, c'est la semaine prochaine à 20h30. YouTube, où vous pouvez retrouver les replays des précédents live Twitch, mais également les podcasts et d'autres surprises. Et on est également sur Letterboxd
C'est un réseau sur lequel vous retrouvez les listes des films concoctés par David qui sont aussi présentes sur notre site. Bien évidemment aussi sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et le navire amiral, chroniquedisney.fr. Avec une page fantastique où vous avez la chronologie de toutes les œuvres Star Wars, canon comme légende d'ailleurs. Donc ça fait 2 pages. Mais en tout cas, allez voir ça si vous aimez et vous avez envie de découvrir des œuvres moins connues que les 9 films de la saga Skywalker. Allez-y, c'est top, il y a tout. Et pour un certain nombre d'œuvres avec des critiques. Et je vais laisser le mot de la fin à Céline, qui va nous parler de Geeksquadron. Nous aussi, on est présent sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, X, Blue Sky, Instagram. Donc, vous pouvez nous retrouver facilement à partir de vos publications parce que gentiment, vous nous avez tagués. Normalement, on a un site, mais en ce moment, il est hors ligne. Donc, il faut nous suivre vraiment sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que le site va revenir. Et les podcasts avec, parce que les flux RSS étaient hébergés dessus. En attendant, tous nos contenus sont sur YouTube. C'est @geek_squadron. Donc voilà, vous pouvez vraiment tout retrouver nos contenus sur YouTube. Parfait. Et puis je voulais vous remercier pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de venir et de nous donner ton expertise sur l'univers Star Wars et du coup sur la série Ahsoka. Et du coup, je vous remercie une dernière fois tous les 3 d'avoir été là, d'avoir répondu présent également. L'émission était de très bonne qualité, j'ai bien aimé la faire. Et je dis merci également à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut. Merci à tous. Bonne soirée. Et merci Céline.